Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de faire aujourd'hui le point sur le recul territorial et la contre-offensive actuelle de l'État islamique, Daesh en arabe, ainsi que sur les plans stratégiques des autres mouvements de l'islam radical encore plus influents, et notamment dans la région, notamment celui des frères musulmans. Alors, rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. Tout d'abord, malgré ses défaites militaires successives, Daesh, qui ne contrôle presque plus de territoire en Syrie et en Irak, a, semble-t-il, déjà entamé sa mue en organisation clandestine qui parvient toujours à mener des attaques sanglantes, car l'État islamique a toujours des armes et des hommes, même s'il n'a plus de califat. Près de 5 ans après son surgissement sur la scène internationale, le mouvement djihadiste a perdu fin mars le dernier lambeau de son empire à Baghouz, une sorte de Sunnistan à cheval sur la Syrie et l'Irak, et dont Raqqa et Mossoul, tombés en 2017, étaient les capitales. On se souvient que les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis avaient annoncé le 23 mars dernier la fin du califat autoproclamé, voilà près de 5 ans, par le groupe État islamique Daesh et son leader Baghdadi, qu'on voit sur l'un des écrans, après avoir conquis Baghouz, le dernier territoire tenu par cette organisation djihadiste en Syrie. Ce dernier assaut des FDS, des forces de défense syriennes, contre l'ultime poche de Daesh à Baghouz, lancé début février dernier, était en fait la dernière phase d'une opération députée en septembre 2018 pour chasser le groupe des derniers secteurs sous son contrôle en Syrie. Baghouz a été libéré, devait proclamer Mustafa Bali, le porte-parole des forces de défense syriennes, FDS, et après cette victoire militaire, le soi-disant califat de Daesh a été totalement éliminé. Fin de citation. Deuxième remarque, pour autant, si elle scelle la fin du califat, la chute de Baghouz ne met pas un terme au danger djihadiste en Syrie et en Irak. À défaut de contrôler des pans entiers de ce territoire, eh bien, ce mouvement djihadiste dispose encore de cellules dispersées dans le désert qui se sont déjà converties à l'art de la guérilla. Ainsi, entre la mi-décembre et la fin janvier dernier, le groupe a mené quelques 180 attaques en Syrie. Plus de 600 personnes ont été tuées ou blessées à cette occasion, dont 4 Américains morts à Manbij, dans le nord du pays, d'où l'organisation avait pourtant été chassée à l'été 2016. Ces attaques de Daesh entretiennent l'image de sa résilience, et cette résilience dont elle fait preuve en Irak. En Irak aussi, pas seulement en Syrie. 15 mois après que le premier ministre irakien d'alors, Haider al-Abadi, ait annoncé, je cite, une victoire finale contre le califat, il ne se passe pas en fait une semaine, parfois un jour, sans que Daesh ne se manifeste par un attentat, un assassinat ou une prise d'otage dans ce pays. Autre précision, malgré les déclarations répétées donc des dirigeants irakiens et syriens sur la victoire miraculeuse qu'ils auraient remportée avec, il faut le dire, l'aide de la coalition dirigée par les Américains entre 2013 et 2017 contre l'État islamique, Daesh est toujours présent dans ces deux pays où il se réorganise. On se souvient ainsi comment les grands bastions urbains de l'État islamique, tels ceux de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie, dont je venais de parler, étaient tombés l'un après l'autre depuis 2015, et ce sous les coups de boutoir combinés des bombardements aériens massifs de la coalition arabo-occidentale menée par les USA, et ceux de l'aviation russe aussi, ainsi que grâce aux assauts ultérieurs au sol par les brigades reformées et bien entraînées des troupes restées loyales au gouvernement de Bagdad et de Damas. Ensuite, les autres défaites militaires successives subies par l'État islamique tout au long de l'année 2017 semblèrent consacrer cette victoire, sans doute un peu trop vite proclamée contre lui. Autre remarque, même si son grand califat proclamé en juin 2014 à la mosquée de Mossoul par Abu Bakr al-Baghdadi, qu'on voit ici sur l'écran, ce califat sur les nombreux territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie, et bien, même si donc ce califat a été battu en brèche depuis 1 an, Daesh est toutefois bien loin d'avoir dit son dernier mot. En effet, non seulement ces combattants djihadistes continuent de mener ici et là, comme je l'ai signalé, des actions très sanglantes, mais encore, telle une hydre renaissant sans cesse hors de ses sanctuaires, pourtant conquis, l'État islamique est carrément reparti à l'offensive dans certaines régions de l'immense désert syraco-irakien, empêchant donc le contrôle des troupes de Bagdad et de Damas. Ainsi, lors d'un raid effectué début novembre dernier, donc il y a quelques mois dans la vallée syrienne orientale de l'Euphrate, autour de son ex-repère de la ville de Hadjin, une cité de 38 000 habitants située au sud de la province d'Aïr ez-Zor, qui comprend 4 villes
totalisant une population de 100 000 âmes, eh bien, l'État islamique a tué 68 soldats et fait de nombreux blessés parmi les forces syriennes démocratiques, FSD, liées à la coalition. Ce qui a obligé cette force à dépêcher sur place un renfort d'un millier de peshmerga kurdes du parti kurde, soutenu par les bombardements aériens et les pilonnages intensifs d'artillerie de la coalition. C'est que, autre remarque, les rapports de force politico-militaires demeurent sur place souvent très complexes et sophistiqués entre la Syrie et l'Irak, liés de très près, ces rapports de force, à la mosaïque bigarrée de certaines réalités ethniques, géographiques et socio-économiques de terrain, elles-mêmes peu maîtrisables depuis les centres de décision de Bagdad et de Damas. Un exemple, ayant réussi au dernier moment à évacuer vers diverses zones désertiques assez peuplées et s'étendant de l'Irak à la Syrie de nombreux cadres, combattants et armements, hors des principaux bastions avant qu'ils ne chutent, Daesh n'a en fait pas été détruit, à l'encontre de ce qu'on dit à Bagdad et à Damas, où l'on n'a pas manqué ces derniers jours, ces dernières semaines, de fêter dans l'euphorie le premier anniversaire du triomphe contre l'État islamique. C'est qu'après s'être replié courant 2017, en emportant avec lui un trésor de guerre d'environ 500 millions de dollars, voilà maintenant que Daesh se réorganise en tissant un large réseau social, politique et militaire de quelques 30 000 combattants à l'aise comme des poissons dans l'eau au sein des populations sunnites locales où il relance ses cellules dormantes. En Irak, notamment dans les montagnes d'Amrin, province de Diyala, pour ceux qui connaissent, dans la région de Awada, au sud de la province de Salah ad-Din, ainsi qu'au sud de Mossoul, de Darkouk et de la région de Sinjar et des plaines de Ninive. Mais aussi au sein de la tribu bédouine d'Al al-Shamar, on est là dans l'est syrien et l'ouest irakien, et en Syrie, plus particulièrement au sud de la capitale, Damas, ainsi que dans le grand désert à l'est de Damas, et encore dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays, contrôlée par l'opposition. Alors, selon l'ONU, plan financier, Daesh continue de générer des revenus grâce à ses activités criminelles et dispose d'un bulletin de guerre encore difficilement quantifiable. On parle d'un pécule qui serait compris entre 50 millions et 300 millions de dollars, largement de quoi financer l'activité de ces cellules urbaines, tout comme son retour au désert, une référence à l'époque charnière qui a vu cette organisation se replier dans des confins du nord irakien après avoir été chassée des villes dans les années 2008 et 2010 déjà, avant de repasser à l'offensive 3 ans plus tard. L'absence de reconstruction après 5 ans et tous ces combats, les 33 000 frappes aériennes de la coalition, tout cela fait que les régions reconquises demeurent sous contrôle des forces à majorité kurde étrangères. Eh bien, tout cela, malgré tout, n'incite pas non plus à beaucoup d'optimisme. Et donc, une fois son califat territorial détruit, il s'avère que l'État islamique renaît ici et là de ses cendres, et surtout, il est en train d'acquérir des drones par le couloir libyen, qui est devenu son nouveau sanctuaire pour commettre, et c'est ce que disent certains experts, et programmer des méga-attentats en Europe. Eh bien, pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous dans le studio, le docteur Ephraim Herrera. Ephraim, vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des religions à la Sorbonne, et en 2013, vous publiez cette thèse intitulée « L'image du juif dans les textes fondateurs du soufisme et du chiisme ». Vous êtes aussi auteur de l'ouvrage intitulé « Le djihad de la théorie aux actes » qui est paru en 2015 aux éditions Elkana en Israël, en français. Vous y présentez la genèse du djihad du point de vue historique et religieux des musulmans eux-mêmes, c'est l'originalité de ce livre, afin de permettre aux lecteurs une meilleure appréhension de cette idéologie. Et vous y proposez aussi des pistes de réflexion sur la nécessité d'endiguer ce dangereux phénomène. En tant que spécialiste de l'islam, vous contribuez aussi régulièrement à la presse israélienne sur différentes thématiques tournant justement autour du djihad, en intervenant notamment sur plusieurs sites internet d'information et des chaînes de télévision comme Ynet, Arutz Knesset et E24 News. Et puis vous avez aussi écrit une chronique et une série d'analyses dans le journal quotidien en hébreu Israël Hayom. Alors, malgré tout ce que je viens de dire, en décrivant le l'hydre de Daesh qui a perdu ses sanctuaires territoriaux, mais qui se manifeste un peu partout en faisant de nombreux attentats, je crois savoir que vous considérez quant à vous que l'État islamique serait bien moins dangereux pour la stabilité de la région moyen-orientale que le mouvement bien mieux organisé des frères musulmans. Est-ce que je me trompe ? Non, je ne pense pas, mais je crois qu'il faut d'abord insister sur l'originalité de l'État islamique. En fait, on a un phénomène qui est assez incroyable. Vous avez un mouvement
de base qui n'avait pas de territoire, qui n'avait pas de racines, et qui, au bout de quelques années, arrive à fonder un État dont la taille est à peu près celui de la Grande-Bretagne, celui du Royaume-Uni, c'est-à-dire plus de 200 000 km², avec une population de millions d'habitants, avec des ministères qui fonctionnent, de la défense, de l'économie, avec des soins de santé pour tous les citoyens, une administration en ordre, une éducation. Ils ont réussi à faire ça. Quelle est la clé de ce succès? Qu'est-ce qui a fait le succès? Et en plus, ça a été un aimant pour des jeunes musulmans, non seulement de pays musulmans, d'Afrique du Nord, des pays du Moyen-Orient, mais aussi de France, des Pays-Bas, de pays occidentaux. Le retour du califat. C'était le retour du califat. Mais en quoi ce retour du califat est important? Qu'est-ce qui différencie dans le droit musulman entre le djihad sans califat et le djihad avec califat? C'est la question clé. Le djihad sans califat ne permet que le djihad défensif, uniquement de défendre des territoires qui ont appartenu une fois à l'islam, pas forcément acquis. Par exemple, Israël, ayant été conquise par Omar, qui était le deuxième calife à l'époque de Mohammed, donc au 7e siècle, est à tout jamais terre d'islam. Donc quand un terroriste du Hamas ou du djihad islamique ou de tout mouvement terroriste commet un attentat en Israël ou ailleurs, ce qu'il fait, c'est défendre un territoire d'islam. Mais dès qu'il y a un califat, le djihad offensif est autorisé. Seul le calife peut proclamer un djihad offensif. Et le djihad offensif va permettre la réalisation de l'idéal de l'islam classique, qui est la domination politique et juridique du monde par l'islam. Donc c'est en fait, quand Abu Bakr al-Baghdadi, qu'on voit ici derrière, a proclamé le califat, il a dit « je réalise le rêve de l'islam ». Et donc, ça a été la cause de ce succès. Il a reçu des financements, pas d'État, aucun État ne l'a financé, mais de personnes riches du Golfe ou d'ailleurs qui l'ont soutenu et qui ont permis finalement l'essor de cet État islamique. D'ailleurs, le califat n'a pas disparu. L'État islamique en tant qu'entité géopolitique a disparu. Mais Abu Bakr al-Baghdadi, on ne sait pas où il est toujours en vie, il continue à donner des ordres et il continue à fonctionner. Et comme ce sont des gens intelligents et dynamiques qui réfléchissent en fonction de la situation, leur décision a été claire. On passe d'une situation d'un État organisé... Avec une continuité territoriale. Avec une continuité, pas exactement, disons, avec un grand territoire, à un système de guérilla qui fonctionne non seulement, comme vous l'avez bien mentionné, en Syrie et en Irak, mais qui fonctionne au Niger, qui fonctionne au Nigeria, qui fonctionne au Pakistan, qui fonctionne en Libye. Si on prend l'analyse de la semaine dernière uniquement, je ne prends que la semaine dernière, je vais vous citer quelques attentats qu'ils ont commis. Le maire de Foukaha, en Libye, c'est une plaque centrale pour l'attaque du général Haftar qui vise maintenant Tripoli. Ils ont mis à feu sa maison, ils l'ont tué, ils l'ont mis à feu sa maison, le maire de Foukaha. Ils ont arrêté ce qu'ils appellent des apostats, c'est-à-dire qu'ils ont fait des prises d'otages qui vont soit mettre à mort, soit échanger contre de l'argent. Ils ont tué 15 policiers, ils ont tué ou blessé 15 policiers égyptiens, ici, juste à côté de chez nous, à la riche, dans le Sinaï, et aussi un soldat égyptien à Rafah. C'est vraiment à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Ils ont tué plusieurs membres du PKK kurde que vous avez mentionné. Ils ont attaqué des checkpoints et des barrages à Raqqa, faisant au moins 10 morts, des voitures piégées contre des miliciens. Ils ont tiré des roquettes sur un aéroport au Nigeria, assassiné un officier de police en Somalie. Enfin, j'en passe. Mais ça, c'était une contre-offensive après la perte de Baghouz pour la vengeance. C'est le début d'une contre-offensive. Ils ont tué des musulmans chiites au Pakistan, plus de 20 morts. La semaine dernière, au Pakistan, donc on voit bien qu'ils sont coordonnés. Voilà, donc on voit des dizaines d'actions militaires de guérilla et plus de 100 morts et blessés en une semaine. Alors, mais qu'est-ce qui permet aux dirigeants irakiens et en partie syriens de proclamer avec tant de présomption et d'orgueil la victoire définitive sur l'État islamique? L'entité géopolitique a été annihilée. Mais si on analyse, cette entité géopolitique a commencé en 2014. En 2014, nous sommes en 2019. La victoire est proclamée 5 ans après. Et qui a participé à cette offensive contre cet État islamique qui naît de nulle part? Plus de 20 pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne,
le Qatar, la Turquie, l'Australie. Vous avez donc la Russie aussi, comme la Russie a essayé de faire une coalition à part qui n'a pas tellement réussi, mais elle a aussi fait des offensives. Vous avez raison, vous avez mentionné les dizaines de milliers d'attaques aériennes et ils ont réussi à se maintenir. Et les résultats sont dramatiques. Aujourd'hui, la Syrie, en tant que pays, a été, c'est pas anéanti, mais détruit. Démoli. Vous avez plus de 12 millions des 22 millions d'habitants qui n'habitent plus chez eux parce que leur maison n'existe plus et qui ont été obligés d'émigrer soit vers l'extérieur, vers la Turquie, vers la Jordanie, soit à l'intérieur même de la Syrie. C'est un pays détruit. Donc on a eu des conséquences catastrophiques et même si l'entité géopolitique a disparu, la menace de l'État islamique n'a pas disparu et l'idée qui est à la source de cette réussite de l'État islamique, réussite entre guillemets, elle se maintiendra toujours puisqu'elle est dans les fondements de l'islam. Donc on peut pas détruire l'État islamique, disons. On peut détruire ses infrastructures, sa coordination, mais pas son idée, son idéologie. À ce propos, j'avais recensé il y a à peu près une année l'interview d'un des commandants en chef d'une certaine région, peu importe son nom, et qui apostrophait les dirigeants occidentaux en disant « Ok, vous croyez que nos pertes territoriales signifient la fin de notre entreprise, mais vous n'y comprenez rien parce que vous raisonnez dans vos catégories. Pour nous, on opère un repli et on va continuer à exister là où vous ne nous attendez pas. » En fait, il y a deux modèles. Le modèle occidental, c'est le modèle Bismarck. On écrase l'ennemi, mais pas complètement. Et de cette base, on peut continuer à opérer et à arriver à avoir un nouvel ordre. Mais la conception de l'islam, le modèle, il ne faut pas oublier que ce sont des islamistes. L'État islamique sont des islamistes. Ils connaissent leur histoire et leur modèle, comme on le voit ici sur la devise des frères musulmans, leur modèle, c'est Mohammed. Et ce qu'il a fait, ça sert d'exemple et de loi pour l'ensemble des musulmans. Or, Mohammed avait été attaqué par les habitants de la Mecque dans un combat qui s'appelle Uhud. Dans le combat de Uhud, il est laissé comme mort sur le terrain. Il a eu 70 morts parmi ses hommes, c'est énorme parce qu'il avait de toutes petites troupes à cette époque-là. Laissé comme mort, moins de 10 ans après, il revient et il conquiert la Mecque. Donc l'idée est, tant que j'existe encore, je vais renaître de mes cendres. Donc le modèle est qu'ils vont réessayer d'agir. Ils vont réessayer d'agir, entre autres, par un des modèles qui a été fixé par l'idéologue de l'État islamique qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui a inventé l'idée du loup solitaire. L'idée du loup solitaire, c'est une invention de l'État islamique qui vient et qui dit, en s'opposant à Al-Qaïda, il dit Al-Qaïda, vous demandez une affiliation de vos membres. Or, si vous demandez une affiliation, les services de renseignement occidentaux vont réussir à endiguer ça, à capturer ces membres avant qu'ils ne réussissent à agir. Donc nous, on va uniquement donner des directives générales par Internet et il y aura des loups solitaires qui vont agir. Et ça a malheureusement marché. Ça marche, ça marchera probablement tant qu'on ne s'occupe pas de la racine du problème. Alors c'est quoi la racine du problème ? La racine du problème, c'est l'idée de base qui est dans l'islam classique de dominer politiquement et juridiquement le monde. Ceux qui en sont conscients aujourd'hui le plus ne sont pas l'Occident, ce n'est pas l'Occident. Ceux qui en sont conscients, ce sont les États du Golfe, l'Égypte, la Jordanie. Un petit peu, non ? Oui, les Chinois, ils connaissent bien parce qu'ils l'ont vécu. C'est ça. Ils l'ont vécu et par exemple avec leurs mesures sont pas très sympathiques aujourd'hui, mais principalement, moi, ce que je voudrais mentionner, c'est les pays musulmans. Les pays musulmans. Vous avez par exemple Assisi, qui est le président égyptien, qui est allé à l'université d'Al-Azhar, qui est la grande université décisionnaire dans le monde sunnite. Des théologiens de sunnisme. Et il dit aux sages, aux lamas de Al-Azhar, il faut que vous fassiez une réforme. L'islam entraîne notre perte. Parce que vous visez à dominer le monde. C'était il y a à peu près un an, ça, je crois. C'était bientôt 2 ans. Il l'a dit, pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont jamais condamné ce djihad violent. C'est très difficile de corriger. Pourquoi ? Parce que dans le monde sunnite, depuis le Moyen-Âge, il y a interdiction du ijtihad, du renouveau. On ne peut pas réformer. Celui qui réforme est apostat. Il n'y a pas de... Donc en fait, renaissance. Il n'y a pas de renaissance possible. Mais par contre, ce qu'on analyse tout au long de l'histoire, c'est chaque fois que des dirigeants ont compris ce problème, alors ils ont, les massés, pris le pouvoir envers et contre
les dirigeants islamistes, les imams, les sages de l'islam. Et on voit ce phénomène aujourd'hui en Égypte, et on voit ce phénomène en Arabie Saoudite, qui était la base du djihad. Le grand financeur, peut-être pas au niveau de l'État, mais au niveau des riches saoudiens, le grand financeur du djihad partout dans le monde, et qui maintenant ont mis hors la loi non seulement l'État islamique, mais aussi les frères musulmans. Alors les frères musulmans, vous considérez c'est aussi un danger prégnant. D'ailleurs, on se souvient que au moment de la chute de Moubarak, l'administration Obama, à la grande surprise de pas mal d'observateurs, avait enfoncé le clou, si j'ose dire, en préconisant, disons, non pas l'arrivée au pouvoir direct des frères musulmans, mais en tout cas en recommandant les frères musulmans comme peut-être une solution sociale, politico-sociale au printemps arabe qui se multipliait un peu à droite à gauche, et il y avait l'option des frères musulmans qui a été accréditée par les électeurs égyptiens puisqu'ils ont porté au pouvoir Mohamed Morsi, qui n'est resté qu'un an et demi au pouvoir. Cette solution s'est écroulée avec donc à la fois la révolte populaire, si je me souviens bien, mais aussi le putsch militaire dirigé par celui qui allait devenir le président Sisi, et les Américains, un peu la mort dans l'âme, ont abandonné la solution des frères musulmans comme étant, disons, leur carte dans le Moyen-Orient qui était en plein bouleversement. Alors, où est-ce qu'on en est de tout ça aujourd'hui avec les frères musulmans ? Prenons d'abord au niveau historique, qui sont ces frères musulmans et comment sont-ils nés ? En fait, le grand drame dans l'islam moderne, ce n'est pas la fondation de l'État d'Israël. Le grand drame, c'est 1924. Oui, c'est la chute du califat ottoman. C'est ça. La chute du califat ottoman est perçue comme la plus grande défaite de l'islam, puisqu'il n'y a plus de califat, plus de possibilité de réaliser le rêve de l'islam. Alors vient Hassan el-Banna, en Égypte, qui dit « Analysons la raison du problème. Comment est-il possible que Allah ait soutenu les opposants de l'islam et fait tomber le califat. Alors il dit « C'est parce qu'on a abandonné l'islam véritable. Retournons à la fraternité musulmane. Ikhwan, c'est les frères musulmans. La même racine qu'en hébreu, Achim. Voilà, exactement. L'Ikhwan et le Muslimona. Retournons à ça et on va réussir à faire renaître le califat. Et en fait, très très vite, en 20 ans, il y a plus d'1 million de membres de frères musulmans. Aujourd'hui, ce qu'on connaît le plus ici en Israël, c'est le Hamas. Le premier article, c'est nous sommes la branche palestinienne des frères musulmans. Ouais. Donc, ce sont eux. Mais leur dirigeant, jusqu'à il y a 1 an, était le cheikh Youssouf el-Qaradawi, peu connu, mais très très influent. Le livre le plus vendu dans le monde musulman, après le Coran, c'est son livre, qui est le licite et l'illicite dans l'islam. On va à la FNAC, on peut l'acheter. D'accord ? Là-bas, il y a écrit, entre autres, qu'on prend les homosexuels et qu'on peut les jeter du haut d'un bâtiment, on peut les mettre à mort de manière différente. Comment il s'appelle, ce livre ? Le licite et l'illicite dans l'islam. Ce qui est permis et pas permis. El Haram fil Islam. D'accord, il a été publié je vous dis, c'est le 2e livre le plus vendu après le Coran, et il avait une émission à El Jazeera qui est en fait... C'est lui qui était exilé à Londres pendant la répression Moubarak. En fait, il est égyptio-qatarien. C'est lui qui a fait des discours incendiaires de retour sur la place Al-Tahrir. Exactement. Avec plus d'1 million. Où il a dit « Nous reprendrons Jérusalem », etc. Exactement, c'est lui. Et sa thèse est la suivante. Nous avons essayé par 2 fois de conquérir l'Europe. C'était en fait avec tout le monde, tous les Français le savent, 732 Poitiers, d'accord, avec à l'époque où Charles Martel a arrêté les musulmans. Et la 2e fois, c'est en 1683 aux portes de Vienne. Ils sont arrêtés par Sobieski. Et de là viennent les croissants, parce que donc c'est des viennoiseries, en souvenir de la victoire contre les musulmans. Il dit par 2 fois, nous avons essayé militairement et nous avons échoué. La prochaine victoire ne se passera pas forcément par les armes. Et il parle d'une notion de fathun silmiyun. Ça veut dire une victoire par des moyens pacifiques. Alors c'est quoi ces moyens pacifiques ? L'émigration et la da'wa, l'appel à l'islam. Une stratégie de pénétration de... Voilà. Et en fait, de progressivement, de manière, insidieuse, prendre le pouvoir dans les pays occidentaux. C'est leur projet. Il est bien perçu par les États
comme l'Arabie Saoudite, qui ont mis, par exemple, les frères musulmans, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques en France, qui a un nouveau nom maintenant, mais c'est pas important, qui sont interdits et qui sont considérés ils sont dans la liste des organisations terroristes pour l'État islamique et qui sont complètement légitimes en France. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez la compréhension dans les pays musulmans de ce qui n'est pas compris ou ce qui ne veut pas être compris par les dirigeants européens. Alors, je voudrais que, pour avancer, que vous nous disiez... En vous écoutant, on a l'impression que l'État islamique a chuté, et les frères musulmans ont une stratégie de pénétration plus à long terme, moins spectaculaire. Mais qu'est-ce qui a fait que tout de même que le califat en Syrie, en Irak, a été établi par Daesh et l'État islamique et pas par les frères musulmans? Alors pourquoi? Alors je vais vous dire, le but, le projet, c'est la domination politique et juridique du monde par l'islam. C'est le projet commun aux frères musulmans, à Al-Qaïda et à Daesh. C'est un projet commun. Il n'y a pas de discussion sur le but. Il y a une discussion sur les moyens. La conception d'Al-Qaïda, quel est l'ennemi principal? Les États-Unis, l'Occident. Donc on fait les attentats du 11 septembre. On fait des attaques spectaculaires un peu partout. Et on ne tue pas des frères musulmans. Nos frères en Irak, ils sont, pour plus tard, on fera tomber les régimes apostats, qui n'appliquent pas l'islam à la lettre. La conception de l'État islamique, je vous l'ai dit, elle dit « maintenant, on va imposer la réalisation du projet », d'où l'attirance. La conception des frères musulmans, elle est par étapes. Première étape, on va s'occuper de social. On va s'occuper de social. C'est la raison pour laquelle en Égypte, les Égyptiens ont voté Morsi. Parce que les frères musulmans en Égypte ont construit des hôpitaux, ont fondé des écoles. Même dans la clandestinité, enfin, interdit qu'ils étaient au plan légal. Interdit qu'ils étaient, ils agissaient sur le terrain. Ils soutenaient, ils s'occupaient des malades, ils s'occupaient des vieux, ils s'occupaient même des caisses de maladies, j'ai cru entendre. Ils fabriquaient aussi du pain. Exactement, ils aidaient les populations pauvres. Alors, quand on les aide, et quand il y a un vote qui est plus ou moins démocratique, ils passent. Ils passent. Mais une fois qu'ils font ça, c'est un but en soi, parce que la notion d'entraide entre musulmans est une notion inhérente à l'islam. On ne peut pas l'enlever. C'est quelque chose qui est une grande valeur qui existe à l'intérieur de l'islam. Une fois qu'ils font ça, ils endoctrinent les populations à leur vision, la vision de Hassan al-Banna, de Saïd Qutb, qui est, par étapes, nous allons dominer le monde. Et en fait, ils ont toujours été prudents et ils ont essayé d'éviter de prendre le pouvoir. Prenez par exemple au Maroc, ils présentent tant et tant de candidats, pas plus. Ils ne veulent pas faire ils préfèrent agir dans l'ombre au niveau du travail social. Ouais, exactement. Et ensuite, par étapes, arriver à ce qu'au niveau populaire, ils aient une majorité écrasante. Et à ce moment-là, il n'y a plus de légitimité de facto au régime en place et ils prennent le pouvoir. C'est ça l'idée. Et comment vous expliquez, puisque je l'ai mentionné, que l'administration Obama, à un certain moment, devant le vide créé par la chute de Moubarak, et tout de même essayé de jouer, en tout cas dans l'entourage d'Obama, on a essayé de jouer cette carte des frères musulmans? Oui, parce qu'en fait, je vous donne un autre exemple qui va éclairer cette question. Prenons l'Angleterre. En Angleterre, imaginez, vous êtes le maire d'une ville, d'accord, Bradford par exemple, vous êtes le maire d'une ville anglaise, et puis vous avez... Dans les zones pauvres où il y a beaucoup de musulmans, vous avez de la pègre, vous avez de la violence, vous avez des problèmes de drogue, la criminalité, et vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution, c'est des zones de non-droit en France, où il y a plus de 1000 zones de non-droit en France, 1,5 million de personnes environ qui subissent ça, où la police n'entre pas. Ça s'est multiplié depuis 10 ans par une manière exponentielle, parce qu'il y avait combien? Il y avait une cinquantaine de lieux qui maintenant on peut rajouter un zéro. On peut rajouter même un zéro et demi, entre guillemets, on arrive à plus de 1000 et c'est terrible. Mais alors imaginez en Angleterre ce qui se passe. Vient un frère musulman, vient voir le maire et lui dit Monsieur le maire, j'ai une solution pour vous. On va prendre en charge, nous, cette zone. Alors il commence par faire sauter les cafés, prenez les livres de Gilles Kepel qui les raconte très bien. Ils font sauter les cafés, violemment, ils arrêtent les chefs de la pègre, et tout d'un coup, ça commence à devenir propre. Les gens se conduisent bien, il n'y a plus de violence. L'ordre islamique règne. L'ordre règne, on est content. Mais on ne fait pas attention.
au but la deuxième étape. Comme on l'a dit un des fondateurs des Frères musulmans en France, l'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, est une fusée à 2 étages. La première étape est démocratique, la deuxième sera islamique. Oui, c'est ça. Comme avait dit Shmuel Trigano, cette force islamique, elle participe à la démocratie une fois, mais pas une deuxième fois. Bien évidemment, bien évidemment. Elle le fait, c'est un modèle qui est récurrent. Prenons les chiites. Quand vous avez Khomeini qui revient en Iran, avec qui il s'associe pour prendre le pouvoir? Avec le Todeh, avec le Parti communiste. Mais une fois au pouvoir, il les supprime. D'accord? Donc, en fait, c'est un modèle classique. Alors, souvent, les Européens, pour toutes sortes de raisons, ferment les yeux sur la deuxième étape. Et se contentent de la première. Et surfent sur les facilités que procure. Il y a d'autres raisons. Prenez par exemple en France, aux élections entre Hollande et Sarkozy. Hollande, 92% des musulmans ont voté pour lui. Donc il y a un intérêt, électoral à fermer les yeux. Et donc c'est ce qui expliquerait cette action sociale et bien en même temps l'aveuglement du vrai programme des Frères musulmans. C'est ce qui expliquerait que l'administration Obama a considéré que ça pouvait être une carte intéressante au Moyen-Orient. Peut-être. On ne peut pas savoir quelles sont leurs pensées, mais au niveau en acte, c'est ce qui s'est passé. Une fois que cette option s'est écroulée, cela expliquerait entre autres, en tout cas d'après les experts que j'ai en tête, cela expliquerait entre autres pourquoi après, cette carte ayant échoué, Obama s'est tourné vers l'Iran en essayant de lui faire jouer un certain rôle dans la région, et d'où l'accord nucléaire. On aime l'ordre et on essaierait, mais en fait, et le problème est toujours que se passera-t-il en deuxième étape? C'est clair, par exemple, dans le monde chiite, que l'idée de base de Khomeini, il l'a écrit dans son livre qui s'appelle Hukuma Islami, qui a été traduit en anglais, malheureusement je ne connais pas de traduction en français, où il explique clairement que le but est l'exportation. On exporte la révolution. Et c'est ce qu'il fait par le biais du Hezbollah. Comme les bolcheviks avaient exporté. Exactement. Ils ont pris ces méthodes, c'est clair. Et en fait, l'Occident, pour toutes sortes de raisons. Une deuxième raison, c'est la raison financière. Par exemple, avec l'Iran, on sait bien que dès qu'il y a eu cet accord qui a été signé, les Européens sont arrivés l'un après l'autre pour essayer de signer des contrats avec l'Iran. Et alors, est-ce que, malgré tout, cette stratégie des frères musulmans, elle est toujours d'actualité? Vous citiez le cas de l'Angleterre. C'est quelque chose qui est prégnant, pas seulement au Moyen-Orient, mais à l'échelle, du monde occidental, en tout cas. Absolument. Est-ce que, malgré tout, pour revenir à l'État islamique, qui a donc s'est replié presque comme une guérilla urbaine, s'est repliée de ces bastions qui ont été pilonnés par la coalition, par les Russes et aussi par la coalition dirigée par les Américains. Est-ce que vous pensez que, comme je le signalais en filigrane tout à l'heure, il y a un danger sérieux que l'État islamique qui se réarme, qui essaye de se procurer des armes non conventionnelles et des armes même de destruction massive, dit-on, est-ce qu'il y a un danger qui plane sur certaines villes européennes de la part de l'État islamique? De manière certaine. Qui pourrait commettre des méga attentats? Des attentats et des méga attentats, oui, parce qu'en fait, vous avez des milliers de membres ou de gens qui sont de cette tendance de l'État islamique, qui ont émigré avec les grandes émigrations, donc conséquence non seulement de la guerre en Syrie, mais de la pauvreté dans d'autres pays. Le tsunami des réfugiés, des migrants qui a été accepté en Allemagne et aussi dans les pays européens, et qui représente un danger. Ce sont des cellules dormantes qui vont exploiter des occasions pour faire des attentats. Bon, leur conception est basée sur un verset du Coran, comment c'était? Irhabuna, je ne me rappelle plus exactement, c'est en fait semer la terreur. D'accord, l'Irab, c'est le nom du terrorisme. Du Bataclan, en l'occurrence. Oui, exactement, c'était ça. Et en fait, on a cette tentative, par le biais de loups solitaires, de faire des attentats qui sont relativement faciles à mettre en place. Vous prenez un camion comme à Nice, et puis
on roule à toute vitesse sur la foule. Mais là, et on les fait des méga dizaines de morts. attentats qui seraient à l'ordre du jour, d'après les informations peut-être un peu alarmistes, mais sans doute fondées, diffusées par les services de renseignement, disons, de plusieurs pays arabes et aussi israéliens, c'est qu'il y aurait, aujourd'hui, il y aurait une sorte de préparation pour des méga attentats avec des armes d'un autre calibre. On parlait des drones, on parle d'armes chimiques. Est-ce que ça vous paraît réaliste dans l'état, disons, dans lequel il se trouve, et surtout qu'il a pris la Libye aujourd'hui comme sanctuaire, parce que c'est un pays qui est encore très instable et où les Occidentaux ont cessé d'intervenir pour l'instant. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, ces prévisions, que oui, l'État islamique voudrait faire de gros coups, de méga attentats, pas simplement dans tel ou tel théâtre ou tel café, mais là, de manière plus massive, avec des armes de destruction massive? Ce serait quand même difficile. D'abord, avec des drones, on ne peut pas faire grand-chose, parce que ça peut pas supporter de poids important, un drone. Hein, donc, c'est pas une arme de destruction massive. Par contre, on peut faire s'écraser un drone sur une personnalité. Et ça, c'est relativement... c'est un danger qui demeure sérieux, d'après vous? Non, mais pas en tant que méga attentat. Mais en tant qu'attentat ciblé, c'est possible. Par contre, les attentats avec des armes, disons des armes sales, ce qu'on appelle, parce que avec des armes atomiques ou biologiques à grande échelle, ils n'ont pas les moyens, et les services de renseignement le sauraient. Par contre, des attentats sales avec des armes chimiques fabriquées rapidement ou des choses comme ça peuvent se produire. Il y a eu déjà des tentatives. Mais alors, il y a déjà eu des tentatives. Vous aviez parlé de manière très claire de la stratégie des frères musulmans qui ont une idéologie et qui ont des notions pour avancer pas à pas dans leur but. Mais pour l'État islamique, ce serait des actes de vengeance. Mais quelle est la stratégie à ce moment-là d'attaquer des villes ça correspond à quel plan à moyen et long terme? Semer la terreur comme stratégie. C'est-à-dire faire tellement peur à l'Occident que quelque part il va se plier et il va les laisser faire ailleurs, comme ils ont fait si vite un État au Moyen-Orient. L'Irak est instable, la Syrie est instable. La Jordanie est très limite. Hein. N'oubliez pas que la Jordanie, en fait, c'était une invention anglaise où on a pris un cheikh qui venait du Hijaz, d'Arabie Saoudite, on lui a donné un terrain, on lui a donné un État. Alors, c'est une invention pure et simple. Même les Bédouins de Jordanie ne sont pas forcément fidèles au roi, parce qu'ils ne sont pas des mêmes tribus. Et ils ont une majorité palestinienne. On parle là-bas d'un calme qui cache une tempête, puisque je crois me souvenir que la force, bien que Daesh soit présent, évidemment en Jordanie, mais la force organisée en Jordanie est à nouveau celle des frères musulmans qui interviennent dans les syndicats, qui interviennent dans les mais ils sont contenus et ils savent qu'ils doivent faire attention. Comme je l'ai dit, ils font attention. Mais par exemple, si on prend au début des années 2000, il y a eu des élections pour les représentants des avocats jordaniens. Sur 12 postes, les 12 ont été pris par des frères musulmans. Donc on sent bien que dans les élites, c'est pas uniquement un phénomène des zones pauvres. Même dans les élites, c'est la conception dominante. Et ils ont pénétré les tribus bédouines d'une certaine manière. Bien évidemment, mais aussi Al-Qaïda et aussi l'État islamique. Regardez ce qui se passe au Sinaï. Au Sinaï, il y a des tribus qui ont accepté des membres de l'État islamique, et Assisi, avec toute sa force et avec toute son armée, n'arrive pas à résoudre le problème. Et donc on est dans une situation d'incertitude. Est-ce que cette opération que vous mentionnez, revanche pour le Cham en français, qui a été lancée donc à partir du 9 avril et qui s'est démultipliée dans plusieurs endroits. Vous parliez de l'Égypte, en Irak, mais aussi au Niger, au Nigeria. C'est-à-dire là, on a mondial. Voilà. Est-ce que cette opération, elle va avoir un lendemain? Est-ce que c'est une première phase? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir Ils vont essayer de continuer. Ils vont continuer le mieux qu'ils pourront et le plus qu'ils pourront. C'est certain, parce que leur base, je vous le dis, la base stratégique, c'est semer la terreur. Et ensuite, essayer, une fois que la terreur est semée, de passer à l'étape d'après. Est-ce qu'il y aurait donc une étape qui serait le retour dans les territoires perdus, j'allais dire, du califat? Non seulement ces territoires perdus, mais tout territoire qui avait appartenu une fois à l'islam. Le but, il est de dominer le monde. C'est leur rêve. Alors maintenant, l'Occident a réussi avec 5 ans de guerre. 5 ans de guerre, c'est le temps d'une guerre mondiale. Ils ont réussi avec des moyens qui sont... Des milliers de frappes. Des dizaines de milliers de frappes. Et ils ont réussi très difficilement et à un prix qui est exorbitant.
Imaginez, ils ont destruction d'un pays, destruction de la Syrie et des dégâts. Et un Irak voilà, aussi, qui est tombé divisé, sous influence iranienne et qui, enfin dans le gouvernement, est assez sous influence iranienne. Et donc, alors vous pensez, comme je le subodorais, vous êtes d'accord avec l'idée que les proclamations, tant du côté syrien, mais surtout du côté irakien, d'une victoire complète sur l'État islamique sont un petit peu prématurées. C'est une victoire complète au niveau géopolitique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entité territoriale de l'État islamique. C'est un fait, c'est un acquis. Et ça, c'est réel et on ne peut pas le négliger, c'est important. Ils n'ont plus de base territoriale. Par contre, de dire que les islamistes qui sont fidèles à l'idée du califat ont été tous exterminés ou ont abandonné cette idée, certainement pas. Et en plus, l'idéologie elle-même, qui est à la source du problème, elle n'a pas été touchée. N'a pas été touchée du tout. En fait, ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à des solutions, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un C'est ce que vous abordez dans votre livre. Entre autres, j'ai essayé de parler de quelques solutions, parce qu'en fait, très souvent, quand j'ai donné des exposés, on me dit, vous présentez les problèmes, mais vous ne présentez pas les solutions. D'abord, tous les problèmes n'ont pas forcément de solution. Certainement. Et au moins, le fait de les connaître, c'est déjà très important. Mais là, je pense qu'il y a des solutions. Alors il faut d'abord regarder ça sur la base de l'islam lui-même. Dans l'islam lui-même, dans le droit musulman, il y a une notion qui s'appelle douf el-muminina, c'est-à-dire la faiblesse des croyants. Si les croyants sont faibles, ils sont dispensés de tout djihad. De tout djihad, ils en sont dispensés. Donc, la solution avec un grand L majuscule et un grand S majuscule, c'est d'affaiblir tous les mouvements qui poussent à ce djihad, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire de nouvelles lois, on n'a pas besoin de mettre des nouvelles dispositions en place. Donc, je voulais dire, pour contrer ces mouvements, il faut donc affaiblir toute la myriade d'organisations qui tournent autour de cet axe. Autour de cette idée et qui poussent à cette idée. D'accord. Alors comment on les affaiblit ? Par exemple, en interdisant l'enseignement du djihad. Aujourd'hui en France, on peut apprendre le djihad tranquillement dans une mosquée, personne ne vous fait rien. C'est malgré la liste des 20... Enfin, il y a ce fameux livre... Mais je vous dis, l'organisation... Ouais. Centrale des frères musulmans, l'IOIF, sans les recommandations de laquelle aucune mosquée ne peut être construite en France parce qu'elle ne reçoit pas le financement des pays du Golfe, elle est proche des frères musulmans, en fait. Elle est frères musulmans. On l'a dit proche pour éviter les problèmes d'être attaqués en tribunal. D'accord, mais c'est tout. Ils sont proches des frères musulmans. C'est la conception de base de ce mouvement. Il est toujours légal. Considéré comme terroriste par les pays du Golfe, il est légal en France. Et alors donc, parmi ces mesures, c'est d'abord juridique et policière. Il y a un livre qui vient de paraître en France, les 20 mosquées insurrectionnelles de France, dont seulement le gouvernement en a fermé une ou deux, et en fait ne voit pas la réalité en face. Oui, il y en a plus que 20, bien plus que 20. Et en fait, ceux dont on parle, ce sont les djihadistes au niveau fort. C'est cette centaine de mosquées. Mais il y a beaucoup d'autres mosquées qui parlent de cette conquête par étapes. Et donc qui en fait disent, on parle de communautarisme, on le présente sous des termes qui en fait cachent l'idée principale qui est dite quand même explicitement. Donc en fait, si on applique les principes de la République, où on interdit en fait de toute atteinte à l'entité qui est la France. Or là, il y a une visée à 2 étapes. Après, ce sera islamiste. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors au Moyen-Orient qui n'ait pas déjà été fait Mais pareil, exactement pareil. Mettre hors la loi ces mouvements. C'est ce qu'a fait Israël avec le mouvement islamiste. Partiellement. Aujourd'hui, vous avez des imams qui, même ici à Jérusalem, enseignent ça. La Turquie est très influente aujourd'hui en vieille ville, et on laisse faire. Or, la Turquie soutient l'idée des frères musulmans. Le même Cheikh Kardawi a dit que Erdogan était le plus digne d'être le calife. Ça lui a donné des idées, d'ailleurs. Ça lui a donné des idées, exactement, oui. Il est très... mégalomane sur le plan de son apparat et de son pouvoir. Alors, quelques autres mesures que vous préconisez, à part cette lutte pied à pied, est-ce qu'il y a... aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait, à l'ordre du jour, si le califat se recréait, ou du moins si l'État islamique, Daesh, donc, reprenait ici ou là des entités territoriales et qui recommençait à nourrir
ce rêve du califat territorial? Est-ce qu'il faudra à nouveau bombarder, refaire une coalition? Ça, je pense qu'ils le referont, passe? mais pour l'instant, ça ne va pas être leur plan dans l'année ou les 2 années à venir. Et ils ont bien pris conscience que... Mais il y a quand même ce trésor de guerre, il y a un trésor de guerre considérable. Ils ont de l'argent, ils continueront à en avoir, et puis ils vont faire beaucoup de prise d'otages. C'est clair que c'est ce qu'ils vont faire. Ça a été le modèle de Al-Qaïda, ils vont l'appliquer aussi. Ils vont faire des prises d'otages qui vont échanger contre monnaie qui financera leurs activités. Écoutez, ce fut un parcours fort intéressant. Je vous remercie de vos apports et de votre contribution. On écouterait ça encore longtemps, mais nous arrivons au terme de notre magazine de cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.